La contestation lors de ce scrutin présidentiel, on le sait, pourrait prendre la forme d'une forte abstention. Il y a cependant un moyen plus civique de refuser le choix politique qui est présenté aux électeurs, c'est le vote blanc. Le seul problème, c'est que le vote blanc ne jouit pas d'une pleine reconnaissance. Il est comptabilisé avec les votes nuls et ça fait l'objet d'une posture militante. Stéphane Guyot, président du Parti du vote blanc, c'est magnifique comme appellation déjà. D'où vous vient ce désir de militer pour le vote blanc? Oui. Il s'agit juste de militer pour un outil démocratique qui s'appelle le vote blanc, qui vient exprimer un désaccord et un refus du choix qu'il nous a proposé en tant qu'électeur. Mais, enfin franchement, moi qui le pratique tous les jours, et j'aurai encore M. Cheminat qui répondra à mes questions du oui-non, j'ai quand même l'impression que l'offre, quand même, sur 10 candidats, elle est substantielle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour satisfaire L'offre paraît substantielle, effectivement, mais en tous les cas, c'est peut-être votre avis, c'est pas l'avis de nombreux électeurs qui ne participent même pas à l'élection, parce qu'eux jugent que l'offre, finalement, elle est complètement réduite. C'est un choix fermé, un peu comme le choix d'un yaourt à la fraise ou à la framboise pour déterminer quel dessert on va manger. Il n'y a pas de réel choix, il n'y a pas de réelle diversité. Frédéric Michaud, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres et quelques tendances sur justement cette famille abstention, vote blanc, vote nul? Oui, alors le vote blanc concerne 36% des Français. 36% des Français ont déjà voté blanc au moins une fois dans leur vie. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Les motivations du vote blanc, 3 motivations principales. Le refus des candidats en présence, vous l'avez dit, il y a un rejet de l'offre électorale. Une hostilité vis-à-vis de la politique, quelque chose d'un petit peu plus profond. Et puis dans une moindre mesure, la difficulté à choisir entre les différents candidats. Dans les estimations qu'on a pour l'instant pour le premier tour de dimanche, dans nos intentions de vote, on a 11% des électeurs qui pourraient voter blanc. Alors évidemment, c'est un chiffre très très large parce qu'on sait que derrière les personnes interrogées qui disent qu'elles vont voter blanc, se cachent en fait des abstentionnistes. Donc on peut faire l'hypothèse que ce sera sans doute un petit peu plus bas. Sur la question du profil des électeurs qui votent blanc, on a un profil qui est assez différent des abstentionnistes. Ce sont plutôt des femmes. Les 2 tiers des électeurs blancs sont des femmes, plutôt des jeunes, des moins de 50 ans, et plutôt des employés. Alors que le profil des abstentionnistes, ce sont des très jeunes, des 18-24 ans, plutôt des ouvriers et plutôt des hommes. Donc vous voyez, on a des profils qui sont assez proches, mais qui se distinguent quand même assez nettement. Michel Soudé. Oui, cette polémique ressurgit assez régulièrement. Là, on la voit un peu plus tôt dans le débat. On la voit alors que l'élection n'a pas eu lieu. Elle ne vient pas après. Oui, parce que certains candidats se sont aussi prononcés pour la reconnaissance, d'une façon ou d'une autre, du vote blanc. Maintenant, on a organisé ce débat un peu dans Politis, dans une rubrique où on oppose des points de vue. C'était il y a 2 semaines. Néanmoins, il y a plein de questions pratiques qui se posent. Reconnaître le vote blanc, d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? À partir de quel niveau faudrait-il entendre le vote blanc? Je crois qu'un système un peu équivalent existe déjà dans toute une série d'élections où au premier tour, si le candidat arrivé en tête au-delà de 50% n'a pas été élu dans un scrutin où il y avait 50% au minimum de participation, il n'est pas élu et il faut revoter au 2e tour. Donc l'abstention, dans ce cas, permet de faire entendre une protestation contre l'offre politique. Là, le vote blanc, pour qu'il puisse avoir une effectivité, il faudrait décider à partir de quel niveau personne n'est élu parce qu'il y a trop de votes blancs. Et là, ça commence à poser un problème puisque les motivations du vote blanc sont extrêmement différentes. Alors, il y a certes ceux qui trouvent que les candidats ne sont pas à leur goût, mais il y a aussi tous ceux qui rejettent le système. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un monarchiste qui va refuser de participer à l'élection? Lui, il vote blanc parce que le blanc, c'est la couleur de la monarchie, mais ça, on verra ça avec Domatia tout à l'heure. Un libertaire ou toutes sortes de gens qui constituent des minorités très minoritaires. Stéphane Guyot, ces questions-là, vous vous les posez, j'imagine. On se les a posées, oui, mais le message du vote blanc, il est très très clair. Il est le refus des choix qui nous sont proposés. Point. Le refus de participer à l'élection pour les monarchistes, par exemple, avec l'exemple que vous citez, eh ben, ça c'est de l'abstention, c'est quelqu'un qui ne va pas participer. Mais quelqu'un qui vient
dans le bureau de vote qui apporte son bulletin blanc. Je rappelle, on a la télé, un bulletin blanc, c'est ça, c'est un papier blanc. C'est pas une enveloppe vide. Il faut vraiment mettre un papier blanc dans l'enveloppe. Là, il y a un message très très fort, un message qui dit « Je ne suis pas d'accord avec les choix qu'on me propose, mais je suis un citoyen, un électeur, j'ai un avis à donner, je ne suis pas condamné à choisir entre le moins pire des candidats. » Donc il y a une vraie exigence citoyenne. Alors, à partir de quel niveau ça pourrait avoir une efficace... Bon, on voit bien le problème de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous aimeriez qu'à 20h, au moment où on donne les chiffres, voilà, il y ait à un moment donné une case qui soit réservée au vote blanc. Et ce serait en effet indicatif de citoyens qui ont voulu faire usage de leur droit de vote et en même temps, pour mille et une raisons que, alors on se délectera, nous autres commentateurs, à analyser. Oui, voilà. Mais en même temps, quid après? Quid après, le Pérou a déjà répondu à cette question, parce qu'eux, ils ont mis un niveau qui est très élevé. Ils ont mis aux 2/3 de participation. C'est-à-dire que s'il y a 2/3 des électeurs qui ont voté blanc, l'élection est annulée. Il me paraît, moi, que ce niveau est trop élevé et qu'il faudrait au moins faire la majorité. La majorité, ça me paraît juste. 50% de vote en blanc, l'élection est annulée tout simplement et on recommence. On ne prend pas les mêmes et on recommence. Frédéric Michaud. Oui, alors ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est de voir comment le vote blanc peut, en fait, avec d'autres procédés, concourir à une réduction de l'abstention. Ce n'est pas le seul procédé. Hein. La reconnaissance du vote blanc. On pourrait aussi imaginer le vote obligatoire, le vote par Internet. Enfin, il y a toute une série de procédés. On voit bien qu'il y a peut-être des vases communicants entre les abstentionnistes et le vote blanc. En revanche, il faut vraiment noter que le vote blanc, c'est un vote ponctuel qui est vraiment lié à l'offre électorale. Par exemple, nous avons seulement un tiers des électeurs qui ont voté blanc en 2007 qui envisagent à nouveau de voter blanc en 2012. Donc c'est vraiment lié à l'offre qui est proposée lors de chaque élection, et je dirais même entre les deux tours, puisque nous avons des électeurs qui envisagent de voter blanc au premier tour, mais de voter pour l'un des deux candidats au second tour. En général, c'est l'inverse. En général, c'est l'inverse. Et cette fois-ci, nous avons 18% des électeurs blancs de premier tour qui voteraient François Hollande au second tour s'il était au second tour, et 12% pour Nicolas Sarkozy s'il était qualifié, bien sûr. Et il y a une différence de profil psychopolitique entre ceux qui votent blanc et ceux qui votent nul? Alors, on n'arrive pas à faire la vraie distinction, on ne la fait pas. En revanche, ce qui est très net, quand on regarde l'indicateur de proximité politique, les électeurs qui sont tentés par le vote blanc sont 71% à ne se reconnaître dans aucune des formations politiques. Ça, c'est vraiment très, très net. Et le vote nul, si je peux me permettre, c'est complètement autre chose. Le vote nul, il est défini comme une erreur de manipulation. Normalement, ça devrait rester ça. C'est-à-dire que le vote nul, c'est une enveloppe vide, c'est une enveloppe avec différents bulletins. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je me souviens très très bien, j'étais jeune, je n'avais pas encore le droit de voter, j'assistais à un dépouillement. Des bulletins nuls blancs, j'ai appris ce que c'était à ce moment-là. Et je me souviens très très bien, c'était en 78, une vieille époque, où un monsieur avait dessiné sur une feuille de papier blanche son bulletin nul, avec des crayons de menuisier, bleu, blanc, rouge tout autour, marqué au milieu, Philippe Pétain, maréchal de France. Donc là, le bulletin nul, il était très clair. Oui, mais le bulletin blanc, la feuille de papier vierge, en tant que journaliste politique, je ne sais pas l'interpréter. Alors il y a des gens qui avancent leurs explications. On a vu Michel Onfray, par exemple, dire qu'il ne voulait pas qu'un libéral soit élu, mais compte tenu du fait que les antilibéraux qui étaient là ne lui plaisaient pas pour des motifs qui lui appartiennent, décidaient de voter blanc, donc de faire passer des libéraux. Bon, on ne comprend pas très bien la logique, mais ça existe. Moi, je pense qu'un autre instrument démocratique serait d'introduire un droit de révocation. Ça existe dans certains États des États-Unis, où à partir de quelques mois de mandat, un nombre d'électeurs peuvent se réunir et procéder par un fait majoritaire au rejet, à la révocation de celui qui a été élu, qui ne leur plaît pas. Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Non, et c'est ce qui le droit de révocation des élus, ce n'est pas le référendum d'initiative populaire, c'est encore une chose différente. Stéphane Guyot, évidemment, on serait là dans du Alphonse Allais, mais qu'est-ce qui empêche le président du parti du vote blanc à se présenter aux élections? Eh bien, dites, franchement, je l'ai fait. Et j'ai obtenu 83 parrainages de 83 valeureux maires de petites bourgades qui ont bien compris la démarche. Évidemment, ma candidature était symbolique, même si elle était très pratique.
Et j'avais prévu d'être démissionnaire, évidemment, en cas de succès. Mais voilà, parce que j'étais pas là pour prendre le pouvoir, mais pour permettre aux autres de pouvoir s'exprimer par la suite. Il me semble dans le passé qu'un représentant du Parti blanc, qui devait s'appeler d'ailleurs Monsieur Blanc, a été élu conseiller régional en Bretagne. Alors, il s'appelle Gérard Gauthier. Très exactement. C'était pas Jacques Blanc. Non. Il s'appelle Gérard Gauthier, c'est une association, parce qu'il existe 2 associations quand même qui existent depuis 20 ans. Son association s'appelle Blanc s'est exprimé. Il est en Bretagne, près de chez moi d'ailleurs. Voilà, il milite lui aussi pour la reconnaissance du vote blanc depuis 20 ans. Malheureusement, ça n'avance pas plus que ça, puisque malgré tous ces efforts, il y a un moment où la modification du code électoral elle est entre les mains de ceux qui en ont peur, c'est-à-dire des parlementaires eux-mêmes. Donc l'action purement associative est très rapidement confrontée à ses limites. C'est pour ça qu'on a organisé, nous, cette idée de participer aux élections pour contourner le blocage administratif et obtenir la modification par nous-mêmes. Frédéric Michaud, est-ce que ce serait une avancée démocratique, la reconnaissance du vote blanc, comme on l'entend ici ou là? Oui, sans doute. En tous les cas, c'est attendu par les Français. On avait fait un sondage il y a une dizaine d'années. 62% des Français attendaient que le vote blanc soit comptabilisé comme un suffrage exprimé et donc soit distingué des votes nuls. Les votes nuls, ça peut être aussi des bulletins rayés, des bulletins déchirés, plusieurs bulletins dans une enveloppe, etc. Des petits mots personnels. Donc c'est une réforme qui est attendue. C'est une réforme qui techniquement n'est pas très difficile à mettre en œuvre. Et pourtant, il y a un blocage qui est évidemment lié à la classe politique elle-même, parce que ce serait reconnaître que l'offre électorale qu'elle propose peut être rejetée par une partie du corps électoral. Stéphane Guyot, vous avez toujours voté blanc? Non, pourquoi? Non, parce que je vous demande. Je pense que je voterai blanc cette année, parce que je suis comme beaucoup d'électeurs. Franchement, je ne vois pas d'issue au choix que nous propose cette année. Mais bon, j'ai déjà voté pour d'autres candidats, oui. À partir du moment où je suis convaincu par un candidat et un programme, je vote pour. Mais c'est tout l'intérêt du vote blanc. C'est non seulement on va lutter contre l'abstention, puisqu'on va proposer de s'opposer au candidat, mais en étant acteur, en étant vraiment citoyen. Mais c'est aussi revenir à un vote d'adhésion et non plus à un vote rejet. Vous avez vu, tous les candidats actuellement, ils disent voter pour moi, c'est voter contre le candidat, le président sortant. Donc je pense qu'on peut faire un petit peu mieux en termes de programme politique que d'être contre. Il ne faut pas voter contre, il faut voter pour. Michel Tsoudet, la sensibilité affirmée politique que représente la revue Politis, elle voit d'un bon œil le vote blanc? Je ne peux pas dire si on le voit d'un bon œil ou d'un mauvais œil. On s'intéresse à la question. La preuve, on a ouvert nos pages. Mais vous savez, comme tous les journaux, on n'est pas tous du même avis et on peut effectivement avoir des appréciations. Vous en pensez quoi, perso? Moi, personnellement, je pense que je l'ai fait sentir. Je ne vois pas comment on pourrait interpréter la signification. Et il y aurait quelque chose de paradoxal, puisque quelque part, c'est un rejet. Mais un rejet, pourquoi? On ne sait pas. Dans à peu près toutes les assemblées, maintenant, on a institué un système où, s'il y a une opposition, ça ne suffit pas, il faut proposer, c'est le cas dans les régions, il faut proposer une majorité alternative. Et pourtant, dans les régions, on est dans le cas de figure où on a un nombre limité d'élus qui participent au vote, donc on peut interroger sur leur motivation. Là, les électeurs, on ne peut pas connaître leur motivation. Par contre, si les électeurs ils ont envie d'un réel changement démocratique, je pense que, sans être d'accord à 100% avec tous les programmes, il y a un certain nombre de candidats qui proposent des réformes institutionnelles importantes, voire même profondes dans l'élection qui vient. Donc peut-être qu'ils peuvent trouver une manière à exprimer leur refus autrement que dans un vote blanc. Frédéric Michaud. Je voudrais dire que, évidemment, tout choix électoral est motivé, comporte plusieurs motivations. C'est toujours très difficile de distinguer entre les différentes motivations. Par rapport à l'abstention, qui est assez illisible, c'est toujours difficile de faire parler ceux qui ne veulent pas prendre la parole. Il me semble que le message du vote blanc, il est quand même, au moins en apparence, assez simple. J'adhère au mécanisme de l'élection, donc à la démocratie, mais je refuse l'offre électorale qui m'est présentée. Alors il peut y avoir d'autres motivations par ailleurs, mais ce premier message-là, il est assez compréhensible, me semble-t-il. Oui, c'est parfaitement clair. Oui. Stéphane Guyot. Oui, mais je crois que c'est exactement ça. Si on veut participer, on est des citoyens. Mais vous avez fait la mécanique, on la connaît. Des candidats en présence à la présidentielle pour leur demander à chacun. Tous n'ont pas répondu encore. Mais certains ont déjà mis le vol blanc dans leur programme. Par exemple Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan l'avait depuis longtemps. François Bayrou l'avait déjà depuis longtemps également. Il en a reparlé là récemment. En 2007, il en avait parlé, mais avec le vote obligatoire. Là, il est revenu dessus.
ils ne parlent que du vote blanc. Ils ne parlent plus du vote obligatoire. D'autres candidats y viennent petit à petit, puisqu'on a un formidable réseau militant qui fait un travail de lobbying, on va dire, sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui est très très suivie et qui partage énormément d'informations. Et même Jean-Luc Mélenchon, maintenant, l'a annoncé du bout des lèvres. Il a dit, voilà, plutôt que de voter pour personne, au moins le vote blanc. Donc de là à le mettre dans son programme, je ne suis pas sûr. Mais bon, en tous les cas, il y vient petit à petit. Et il y a eu un article dans 20 minutes la semaine dernière qui mentionnait Nicolas Sarkozy, qui était visiblement, apparemment, séduit par une des propositions de François Bayrou sur la reconnaissance du vote blanc. Donc on voit que finalement ce travail de lobbying citoyen à distance porte ses fruits. Messieurs, merci. On va revenir aux fondateurs de ce système démocratique. Ils ne se posaient peut-être pas la question du vote blanc à l'époque, en 1700.